était une fois, dans une vaste plaine bordée par un fleuve mythique et protégée par des montagnes boisées, est née une contrée biculturelle à l'image des peuples qui y ont vécu au fil des siècles. Reconnue pour ses maisons en colombage, ses nombreux châteaux médiévaux et sa gastronomie typique, voici une région aux accents germaniques mais bien française, l'Alsace. Mais c'est quoi l'Alsace? C'est une région française composée de deux départements, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Géographiquement au nord-est de la France, jouxtant la frontière allemande, elle se délimite par le Rhin à l'est et le massif des Vosges à l'ouest et s'étire sur 190 km dans un axe nord-sud en une vaste plaine propice aux établissements humains. D'abord les Celtes, puis les Romains, et ensuite, vers la fin du IVe siècle, les Alamans, d'où provient l'étymologie française du mot Allemagne. Bien installés en Alsace, ils y répandent leur culture et leur langue, qui deviendra le dialecte alsacien actuel. De 1648 à 1697, l'Alsace se fait progressivement intégrer au royaume de France, mais demeure culturellement germanique. Suite à la guerre franco-prussienne de 1870, l'Alsace, avec la Lorraine, est annexée à l'Empire allemand, ce qui reconsolide son aspect allemand. Mais elle redevient française après la Première Guerre mondiale, passe sous le joug nazi pendant la Deuxième, et est définitivement française depuis 1945. Ainsi, l'Alsace a toujours eu une prédominance culturelle germanique, mais les nombreux changements territoriaux dans les 4 derniers siècles ont véritablement forgé une région biculturelle franco-allemande. Maintenant que vous en savez plus sur l'Alsace, commençons ce tour régional dans sa capitale, ici, à Strasbourg, ville réputée notamment pour deux choses, ses maisons en colombage et sa cathédrale. La cathédrale de Strasbourg, chef-d'œuvre de l'art gothique, fut fondée en 1015, mais achevée plus de 400 ans plus tard, lors de l'érection de la flèche. Celle-ci culmine à 142 mètres de hauteur, ce qui en a fait le plus haut édifice du monde entre 1647 et 1874. On peut, d'ailleurs, monter en haut de la tour, mais elle était fermée pour de l'entretien. Prenez le temps de contempler les détails architecturaux et les statues des façades extérieures en grès rose d'Alsace, alors qu'à l'intérieur, déambulez sous les impressionnantes voûtes et admirez les magnifiques vitraux ainsi que la belle grande rosace avec ses 14 mètres de diamètre. Finalement, située à côté du pilier des anges, ne manquez pas l'horloge astronomique qui présente depuis 1574 un jeu d'automates tous les jours à 12h30. Le quartier de la Petite France est, ironiquement, la partie la plus germanique de Strasbourg, avec ses belles maisons en colombage fleuri, ses promenades le long des canaux où s'écoulent les eaux de la rivière Isle, grâce au barrage Vauban, un pont écluse construit au XVIIe siècle. Vous aimez ça, les maisons en colombage? Alors ne ratez surtout pas cette ville! Bienvenue à Colmar, petite ville réputée pour sa grande concentration de maisons en colombage qu'on retrouve principalement dans le vieux Colmar et le long de ses canaux, d'où son surnom de Petite Venise de l'Alsace. Ce que je vous suggère, c'est de faire un petit tour dans le centre historique et d'en apprendre plus sur les maisons en colombage. Bien qu'il existe des maisons en colombage de différents styles un peu partout en Europe, elles sont véritablement emblématiques de l'Alsace. Ces maisons alsaciennes traditionnelles sont érigées avec des murs en pans de bois, des poutres décoratives extérieures, le fameux colombage, et du torchis, utilisé comme matériau de remplissage entre les poutres. Le toit, quant à lui, est composé de tuiles plates dites en queue de castor. Les fondations en pierre limitent les dégâts liés aux incendies, tout comme le revêtement en crépi blanc ou coloré, qui donne une esthétique digne d'un village tout droit sorti d'un conte de fées. À 35 minutes au nord de Colmar, vous pouvez visiter le château du Haut-Königsbourg, le château le plus visité de France. Ce château fort, haut perché, à 757 mètres d'altitude, domine la plaine alsacienne. Originaire du XIIe siècle, il fut considérablement agrandi au XVe siècle, mais détruit au cours de la guerre de 30 ans et laissé en ruine. Sous le Deuxième Empire allemand, il est reconstruit entre 1901 et 1908 au goût de l'empereur Guillaume II, qui voulait réaffirmer le caractère allemand de l'Alsace. Par conséquent, la reconstruction est plus ou moins fidèle à l'original et elle a beaucoup perdu en authenticité.
De l'extérieur, c'est un grand et impressionnant château, mais à l'intérieur, c'est plutôt une coquille vide. À la recherche d'un château plus authentique, alors allez explorer les ruines d'un des 80 châteaux médiévaux dispersés le long du versant vosgien, formant la plus grande concentration de châteaux d'Europe. Parmi ceux-ci, il y a le château du Falkenstein dans les Vosges du Nord, à seulement 1 heure de TER à partir de Strasbourg. Puis, après une petite balade de 30 minutes sur un chemin forestier, vous arriverez à ce beau château en ruine triglyptique du XIIe siècle. Un lieu idéal pour faire de l'urbex médiéval. Je suis arrivé en haut du château du Falkenstein et regardez-moi cette vue panoramique sur le massif des Vosges. Les Vosges constituent un massif de moyenne montagne boisée, un lieu idéal pour les amateurs de randonnée. Petite randonnée d'1 h 30, je fais le circuit du mont Sainte-Odile, une boucle où je vais voir plusieurs choses intéressantes, dont ce chemin de croix en bas-relief. Il y a une certaine dimension spirituelle qui est reliée au mont Sainte-Odile. Et à la fin de la randonnée, on va arriver à un lieu où vous allez comprendre pourquoi il y a ce côté spirituel au mont Sainte-Odile. C'est bien sympathique pour se balader les Vosges. Il y a un peu de dénivelé. On retrouve des gros blocs de granit avec de la mousse. Il y a un mélange de forêts, de feuillus et de conifères. Et bien sûr, on peut tomber nez à nez avec des ruines de châteaux ou autres vestiges des temps passés. Par exemple, sur une bonne partie de la randonnée, vous allez longer ce mur païen, un mur composé de blocs de granit qui a été érigé il y a plus d'1 millénaire par des païens. Les Vosges, c'est aussi de jolis points de vue sur la plaine fertile du Rhin. Je suis arrivé à la porte Zumstein, une porte païenne qui a été découverte en 1968. La randonnée se termine à l'abbaye du mont Sainte-Odile, un lieu de pèlerinage vieux de plus de 1300 ans, d'où le côté spirituel du mont Sainte-Odile. Mais qui est Sainte-Odile? Il s'agit ni plus ni moins de la sainte patronne de l'Alsace. Née à Obernai vers 660 et morte à Hohenbourg où se trouve le monastère actuel qu'elle a elle-même fondé, elle se dévoue aux soins des malades et des pauvres. Sainte-Odile est connue pour ses miracles, comme celui où elle redonna la vue à une jeune fille aveugle en appliquant l'huile sainte sur ses yeux. Finalement, je ne peux vous parler de l'Alsace sans vous présenter quelques plats typiquement alsaciens tels que la choucroute, les flamés cuchés, francisés en tarte flambée, le Beckehoff, une potée bien nourrissante à base de choux, de carottes, de pommes de terre et d'un assortiment de viande d'agneau, de porc et de bœuf. Il y a les classiques bretzels, la bière Fischer, les pâtes fraîches alsaciennes appelées Spätzle, et comme dessert, essayez l'indémodable pain d'épices ou le Kuglauf, une pâtisserie en forme de cloche. Et oui, tous ces plats que vous pensiez allemands sont en fait alsaciens. Raison de plus pour aimer l'Alsace. L'Alsace, par son histoire, sa géographie, sa culture, sa gastronomie, son architecture et son patrimoine médiéval, nous rappelle l'Allemagne. En fait, historiquement, l'Alsace c'est vraiment un petit morceau d'Allemagne en France. Et pour ces raisons, je dirais que pour l'instant, désolé les Bretons, mais l'Alsace c'est vraiment ma région préférée de France. Entre autres parce que moi j'aime bien l'Allemagne et quand je suis en Alsace, ça me rappelle l'Allemagne. Mais bon, assez parlé de l'Allemagne car ici on est en France. Et justement, si vous ne voulez pas rater la suite de mes aventures en France, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'être à la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, on peut mettre un pouce bleu, un commentaire et partager la vidéo. C'était Veig, le Québécois en Europe. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.